Tiens, il parle encore de Ben Rivière dans le journal. Et voilà qu'il nous raconte l'histoire de notre village. On la connaît, cette histoire. Pour sûr. Tu me rabâches toujours la même chose. Comme mon grand-père quand j'étais tiote. Que veux-tu? On est né ici. Nos parents aussi. Comme nos arrière-grands-parents. Comme toutes ces familles qui vivent encore dans la région. Les Lepage, les Sarboiselles, les Poules, les Véron, les Logny, les Lével. Nous sommes là depuis des siècles. Peut-être bien depuis les Gaulois. Les Gaulois? Eh oui, Clotilde. Car il y a bien longtemps de cela, nos ancêtres les Gaulois vivaient en tribu sur la montagne de Gargantua qui domine Berny. Ils chassaient l'auroch, élevaient des porcs, cultivaient le blé qu'ils coupaient à la faucille. Alexis, tu oublies les druides. Ils cueillaient le gui avec leurs grandes serpes sacrées devant toute la tribu assemblée. C'était toujours un événement très religieux pour attirer les bons esprits. Et après, nos Gaulois et Gauloises faisaient de belles ripailles au pied d'une pierre que les gros bras de la tribu avaient plantée là. Et ils se goinfraient de sangliers. Et ils buvaient des tonneaux de cervoise. Ah, de beaux exploits gastronomiques. C'est tout à fait ça, Clotilde. Et c'est pour cette raison qu'on a donné à l'endroit le nom de Pierre de Gargantua. Et comme on finissait toujours par y soulager sa vessie, on lui donna aussi le surnom de Pierre Épicé. Eh ben, c'est du propre. Mais la belle vie n'a pas duré. Et la tranquillité de nos braves Gaulois était bousculée par l'arrivée d'envahisseurs, des Romains. Ils avaient fait construire une large chaussée qui traversait la rivière de l'autre côté de Vicus. Mais leur grand général avait fait aussi aménager un passage au gué du vieux pont pour arriver plus vite à son château de Berniacus. Bernia quoi? Berniacus, tu ne sais pas le latin? C'est comme ça que les Romains appelaient Bernie. Mais tais-toi et regarde, voilà César en personne. Que tu as eu une bonne idée, ô grand César, de t'installer au pied de cette butte. Dans quelques jours, les murailles de ton palais seront terminées et les derniers convois de tuiles arrivent du sud. Tu as raison, Servius Tullius. À moins d'une lieue du pont de Vicus Castrum Superfluvium Maxon, je vais pouvoir trouver la sérénité pour préparer ma campagne contre les Bellovaques. Et l'endroit me paraît assez sûr et agréable. Et pour te rassurer sur ta puissance, tu peux, ô grand César, voir passer toutes tes cohortes de légionnaires qui viennent de Suessonem. Regarde-les, comme ils ont belle allure. Ils ont passé une bonne nuit au camp d'Arlène tout proche. Les uns sont partis vers Champlieux. Ceux-là se dirigent vers le nord et Calais. Ils sont prêts à se battre, ô César. Ils vaincront pour toi et te couronneront de laurier. Certainement. Mais, Servius Tullius,
il te faudra bien surveiller ce passage du fluvio-Maxone. Et méfie-toi toujours de ces Gaulois qui ne demandent qu'à se révolter. D'ailleurs, profite donc de l'occasion pour leur faire payer un droit de passage de la rivière et fais-toi construire un hôtel péagé près de ces roches. Ce palais impérial dont César vient de parler devait se trouver au-dessus de l'église. D'ailleurs, parfois, après les labours, on y découvre encore quelques tessons de poterie. Mais les Romains ne sont pas toujours restés là. Bien sûr que non. Au 5e siècle, ils ont dû quitter leur villa car les barbares sont arrivés au grand galop dans toute la région. D'abord les Huns, puis les Francs, qui ont envahi le pays et dicté leurs lois. Et le domaine de Berniacus est devenu une vaste ferme où tout un peuple de travailleurs, avec tous les corps de métier, s'est installé. Cette ville-là est alors devenue royale dès le règne de Clovis. Ah, ça y est, tu vas me parler du vase de Soissons. Mais non, Clovis y est certainement venu quelquefois. Puis son fils Clotaire, le roi de Neustrie, qui mourut en 561. C'est pas hier. Il y eut alors une violente épidémie qui ravagea la région et tua bien des gens. Même les rois et les princes n'y coupèrent pas. Tu vas t'en apercevoir. Noble roi Chilpéric, vous voilà retiré dans votre villa de Bernacum avec vos 2 frères. Mais l'aîné est déjà mort, tandis que votre cadet est mourant. Bien alors en face, Gambo, fais-les transporter à la basilique Saint-Médard de Soissons, où l'abbé les fera inhumer. Car nous avons une autre tâche beaucoup plus importante à accomplir. Te souviens-tu de ces trésors amassés au cours de ces dernières années et que Sigebert boiteux voulait nous ravir? Il faut nous en emparer au plus vite, les mettre à l'abri et empêcher Frédégonde de nous les voler, car je n'ai pas confiance dans cette femme trop guerrière. Mais, noble roi, ce ne sera pas aisé, car votre père avait bien caché tout cet or et ces bijoux. Et il nous faudra trouver un lieu sûr pour les y transporter. Ne parle pas plus que tu ne penses. Mettons-nous vite au travail, sans confier notre secret à d'autres. Car en ces temps difficiles, où les complots contre ton bon roi se multiplient, je ne peux compter que sur l'or pour sauver mon pouvoir. Et pendant que la reine Frédégonde exhortait les guerriers francs à prendre les armes, pour aller combattre les Burgondes, le roi Chilpéric emporta quelques joyaux de la couronne du royaume de Neustrie. Ça, c'est bien les hommes. Ils ne pensent qu'à l'argent et envoient les femmes en première ligne. Mais, quelques années plus tard, vers l'an 600, l'un de ses descendants, le roi Clotaire III, eut une attitude plus noble et pensa davantage à son homme qu'aux richesses matérielles de la vie terrestre. Alors qu'il se promenait dans sa villa de Bernay, Clotaire dut avoir une terrible vision. Écarquille bien les yeux, Clotilde. Tu vas comprendre pourquoi. Thierry et Childebert, voilà quelques mois que nous profitons du calme de notre villa de Bernacum, et cette couronne nous donne bien des plaisirs. La table est en effet fort bonne, noble roi, et les vignes que l'on trouve sur tous les coteaux nous donnent un excellent vin. Et tous ces braves gens ne ménagent pas leur peine pour faire fructifier cette terre fertile où pousse tout ce dont nous avons besoin.
va voir. C'est un signe des nuées célestes. Jetez-vous à genoux pour prier Dieu que vous avez offensé. Quel péché avez-vous donc commis pour qu'il vous envoie le diable en personne? À genoux, demandez pardon et préparez-vous à endurer les souffrances de l'enfer si vous n'obtenez pas la rémission de vos péchés. Trouvera-t-on ici un signe de contrition et le chemin du paradis? Tu dis, moine, que c'est un signe de Dieu et que je suis damné. Mais que dois-je faire, moine? Une offrande, le roi, une offrande, si vous ne voulez connaître les tourments de l'enfer. Eh bien, soit. Thierry et Childebert, soyez-en les témoins. Moi, Clotaire III, roi, je donne à l'abbaye Saint-Médard de Soissons que mon ancêtre Clotaire Ier fonda en 511. Je donne, pour la rémission de mes péchés, cette terre de Bernacoum avec toutes ses habitations, ses cerfs et ses cerfs, ses vignes, ses champs, ses prés et ses bois. Et c'est comme cela que la villa et la terre de Vernet sont devenues la propriété de l'abbaye Saint-Médard de Soissons pour plus de 1200 ans. Et c'est aussi pour ça que les habitants du bourg et des hameaux ont dû offrir à chaque Saint-Médard et à chaque Saint-Sébastien 2 chapons par famille à l'infirmerie de l'abbaye. 4 chapons dans l'année, ça faisait des vides dans les basses-cours. C'est bien vrai qu'il fallait donner beaucoup aux moines de l'abbaye. On n'était pourtant pas riches, mais on comptait bien le devenir. Car dans les hameaux, on a longtemps vécu avec le secret espoir de trouver le fameux trésor. Le trésor du roi Henri? C'est celui-là que mon grand-père lui-même espérait toujours découvrir près de Vaud. Même qu'une fois, il est allé piocher sous une roche. C'est que les légendes ont la vie dure, aussi dure que celle des paysans. Et cette légende est née vers l'an 1200, à cause d'une bergère qui aurait vécu une aventure assez extraordinaire. Tiens, le voilà justement. Matru aura bien du mal à engraisser car la paisson est rare. Depuis Matine, j'ai quitté Ors et me voilà arrivé aux crêtes des collines de Vaud. Depuis ce temps, j'ai battu tous les sentiers et ma bête n'a point trouvé sa pitance. Mais où est-elle passée? La garce, elle a disparu. Où est-ce qu'elle est cachée? Derrière ces buissons touffus? Qu'est-ce qu'elle va dire, la marâtre qui me sert de mère? Si je reviens sans sa truie, je prendrai sûrement une volée de coups de bâton. Faut la retrouver, cette satanée garce. C'est qu'elle n'était pas rassurée, la ptiote, car la mer n'était pas douce. Alors elle a suivi les traces de l'animal et elle s'est faufilée dans une fissure qui s'ouvrait sur un souterrain obscur. Tu vois que les femmes sont braves. Elle tremble, la ptiote, mais elle avance quand même. Elle a peur de rien. Dieu du ciel, qu'est-ce que je vois dans cet endroit mal éclairé? Des perles, des bagues d'or, des colliers d'or. Mais je rêve.
Serais-tu possédé du démon? Et où est donc la truie que tu gardais? Ma mère, elle est partie dans un souterrain. Je l'ai suivie et j'ai vu des trésors, des bijoux, des colliers. Et un vieil homme terrifiant qui m'a jeté un sort. Un sort? Tu dis un sort? Je vais t'en donner un sort. Des yeux qui lançaient des éclairs et un bruit comme le tonnerre. Prénom des dieux, voilà la vision qu'a le don de divination. Des yeux comme des éclairs. Et le tonnerre. C'est vrai de se l'avir. Venez y voir, vous autres. La fille n'était point sotte. T'as déjà vu des filles sottes, toi? Elle a pris le goût à la célébrité. Bien avide de tout le Soissonnais, on est venu la consulter pour connaître son avenir. Quérir une prophétie. C'était un vrai horoscope que cette lison. Toi, ma belle, je te vois un mari avant la fin de cette année. Toi, mon bon vigneron, tu rempliras tes tonneaux à la prochaine vendange. Et toi, Catherine, c'est un beau et gras garçon que tu mettras au monde. Et toi, Bossu, trouve-toi une mignonne à épouser et tu perdras ta bosse. Il en venait de tous les villages environnants, jusqu'au jour où l'évêque de Soissons arriva au beau milieu des visions de la Piotte. Et il se fâcha. Il se fâcha. Maudite sois-tu, sorcière! C'est le diable que tu as vu dans cette grotte. Pythonisse, c'est le démon qui t'a donné ce mauvais don de divination. Diablesse, hérétique, apostate, tu mérites 100 fois le bûcher. Retourne à tes cochons. Et vous, pauvres mécréants, priez Dieu au lieu de consulter cet envoyé de Satan. À genoux et priez. Et ne revenez plus ici si vous ne voulez pas que je vous excommunie. Retournez-vous-en et priez. On ne sait pas ce qui est arrivé à la bergère, mais la légende des trésors du roi Henri est restée dans toutes les mémoires. Même qu'on en voit toujours, qui vont entre vous et Bernie à la recherche du trésor enfoui. Si. Tiens, l'autre jour, j'en ai vu un qui quittait sa mairie avec une pioche. Approche un peu que je te dise son nom à l'oreille. Lui, ben alors, il allait vers Coffrécourt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grottes là-bas, et des ruines. Sais-tu que c'était l'une des plus grandes fermes du Soissonnais? Les moines de l'abbaye Saint-Médard en étaient les propriétaires. Ils en tiraient de gros revenus, mais accueillaient aussi des pauvres pour leur faire l'aumône. Pour se protéger des pillards, ils avaient entouré la ferme d'une ceinture de grandes murailles au rebord du plateau. Ben, je sais tout ça. J'ai lu un livre de Bernard Ancien, le grand historien de Soissons. Il disait que derrière ces remparts, il y avait tous les bâtiments de la ferme, mais aussi une tour carrée, la chapelle de Sainte-Sophie et surtout la grange du diable. Sacrée histoire encore que cette grange-là. Messire Jean, vous êtes un bon entrepreneur bien connu dans la région, et je vous ai fait venir pour que vous me construisiez rapidement une grange pour cette ferme. Vous n'aurez point de difficulté pour trouver la pierre. Elle est juste au-dessous. Tout à fait d'accord, mon père. Il me suffira d'y employer une trentaine de compagnons, maçons et tailleurs de pierre, et les travaux seront vite terminés. Vite? Il le faudra bien, car je voudrais y entreposer la prochaine récolte, et cela ne vous laisse que 3 mois. 3 mois, ce sera bon. Signons tout de suite ce marché, et nous nous mettrons à la tâche dès demain. Nous en avons déjà dressé les plans. Ce sera l'une des plus belles granges du Soissonnais. Longue de 46 mètres, large de 18, elle sera divisée en 3 nefs par 2 rangées d'arcades ogivales dont les piliers, hauts de 11 mètres, supporteront une toiture élancée. Mais c'est que je ne m'attendais pas à autant d'ouvrages, et que les 3 mois prévus n'y suffiront peut-être pas. C'est signé, messire. Vous n'aurez qu'à employer davantage de bras. On n'en manque pas dans les alentours. 3 mois. Vous avez 3 mois. Le pauvre Jean eut beau se mettre au travail avec des dizaines et dizaines d'ouvriers. Il s'est vite aperçu que les 90 jours prévus n'y suffiraient pas. Les pierres se taillaient, les murs s'élevaient,
mais pas assez rapidement, et jamais il ne pourrait terminer l'ouvrage à temps. Au bout de 3 mois, la tâche était loin d'être terminée, et le maçon se désespérait, assis sur l'une des pierres du chantier. C'est à ce moment-là que le malin est apparu. Ce marché présomptueux. Face à ces moines et moinillons, il faut jouer au plus malin. Te voilà dans une terrible situation. Tu vas y perdre toute ta fortune. Je le sais bien, mais que faire? Il faudrait un miracle pour terminer ces murs et ce pignon en une nuit. Non, mais moi, je peux le faire. Passons un marché. Abandonne-moi ton âme, si j'achève l'ouvrage avant que le coq ne chante demain matin. Mon âme, tu me demandes beaucoup. Allez, ne fais pas le difficile. Qu'est-ce que ton âme par rapport à ta fortune? Signe donc là, et tu es sauvé. En une nuit. Avant le chant du coq, j'aurai tout terminé. Signe donc, scelle donc ce pacte d'amitié avec moi. Mon âme, il va me prendre mon âme, et je vais être damné pour l'éternité. Il ne leur reste plus que quelques pierres à poser. Mais quand ce coq va-t-il chanter? Mais monsieur Coq, réveille-toi, chante avant que le soleil ne se lève. Mon âme, je vais perdre mon âme. À moins que... Le maçon s'est alors précipité vers le poulailler de la ferme. Il a réveillé en un tournement toutes les poules. Et le coq, fort matinal ce matin-là, a chanté avant que le soleil ne soit levé et que la dernière pierre du pignon ne soit posée. Le diable a perdu son marché et l'attroupement infernal s'est évanoui sans avoir été payé. Et Jean a sauvé son âme. Mais lorsqu'on a voulu poser la seule pierre qui manquait en haut du pignon, celle-ci est tombée. Et jamais main humaine n'a pu garnir ce vide. C'est tout au moins ce que raconte la légende.
Et les années ont passé, au rythme des règles imposées par l'abbaye Saint-Médard. Mais à la Révolution, ça a changé. D'abord, c'est l'abbé de Lettres, le curé de Berny, qui a été élu député par tout le clergé du bailliage de Soissons pour aller aux États généraux à Versailles. Mais le pauvre homme a été vite fatigué de cette vie-là. Et dès le mois de février 1790, il était revenu au milieu de ses ouailles. Même qu'ils ont voulu lui donner la place de maire. Mais, en mauvaise santé, il a refusé. C'est donc Pierre Lambin qui a été désigné comme maire de Berny. Pour l'aider, Louis Dujardin et Louis Pinel ont été élus officiers municipaux. Alexis Véron est devenu procureur, Jean-Baptiste Dupré, trésorier, Jean-François Lévesque, secrétaire. Quant à Gabriel Lepage, il a été nommé commissaire de police. Ouais, mais le curé de Lettres avait toujours beaucoup d'influence. Tu te souviens de ce qui s'est passé au conseil général de la commune le 18 avril 1790 ? Non ? Alors écoute bien. Il me semble que depuis quelque temps, plusieurs habitants du village oublient leur devoir envers Dieu et que le jour du Seigneur n'est plus réservé à sa seule grande gloire. Il faudrait donc prendre rapidement des mesures pour la sanctification du dimanche et le maintien de la religion. Il suffit pour cela d'interdire à quiconque de travailler ce jour-là, sauf avec votre accord, monsieur l'abbé. Donc, d'interdire de faire charger les marchandises le matin pendant l'office et l'après-midi pendant les vêpres. Et de cueillir les fruits à noyaux et d'aller dans les vignes. Il faudra également réglementer les danses et interdire aux cabaretiers de servir à boire pendant les services divins. Il sera aussi défendu d'entrer dans l'église en état d'ivresse et habillé peu modestement. Et les chefs de famille devront amener aux offices tous leurs enfants, sans exception. Voilà de bonnes décisions. Quiconque enfreindra ces règles devra payer des amendes, qui seront doublées si le contrevenant est membre de la municipalité. Il nous faut bien donner l'exemple. Vous êtes des hommes sages, et je vois que la commune est entre de bonnes mains. Et grâce à vous, Dieu ne sera pas oublié dans les grands changements qui se préparent. Ah, s'ils avaient su les bougres, s'ils avaient su ce qui allait se passer les mois suivants, s'ils avaient su que la Révolution allait leur apporter bien des libertés, mais aussi la suppression du culte catholique, la vente de tous les biens de l'abbaye. Ah, s'ils avaient su qu'il y aurait de la grêle et bien des orages, ça a parfois chauffé, comme au hameau de Roche, dans la nuit du 29 au 30 Frimaire de l'an 5. Et pourtant, on était en plein mois de décembre, quelques jours avant la Noël. Vers les 9 ou 10 heures du soir, alors qu'un vent violent soufflait de l'ouest sur le hameau, le citoyen boulanger Jean-Louis Poitvin s'affairait autour de son four. Allons, femmes, pressons-nous, car sinon le pain ne sera pas cuit pour le pays. La pâte est déjà levée et la mie sera belle pour le Noël. Et toi, mon gars, va donc remettre du bois dans le foyer. Il faut que le four soit bien chaud. N'aie de crainte, mon mari, tout sera prêt à temps. Et l'on viendra de Berny, de Horse, de Vaux, de Confrécourt et de la ferme de Chapoumont pour croquer les belles miches que tu vas nous dorer. Hélas, par une crevasse extérieure que personne n'avait vue sur le four de Poitvin, les flammes ont jailli soudainement et, aussitôt, le vent les a emmenés lécher les maisons voisines. En un instant, l'incendie d'une violence inouïe s'est mis à ravager tout le hameau, ses bâtiments, cette maison, les meubles, les récoltes. Malheur, ma maison brûle. Je n'ai que le temps de sortir
dire ce que je croyais. Fais attention, Louis, c'est dangereux. Et la charpente est déjà en feu. Nous n'avons même pas d'eau. Le brave citoyen Gramont s'est engouffré dans la maison en flammes. Mais il était à peine entré que le toit s'est effondré. Gramont a pu trouver refuge dans une sorte de cave, mais 3 heures plus tard, on a retrouvé son corps presque intact. Le citoyen Gramont, beau-frère de Nicolas Judas, était mort, étouffé par la fumée. Il laissait une veuve sans ressources et 4 petits-enfants. Pauvres malheureux. Heureusement, un peu plus loin, d'autres, aussi courageux, ont eu plus de chance. Mon Dieu, venez vite vous autres, venez, aidez-moi. Ma femme et mes 2 petits-enfants sont bloqués dans la cave de ma maison. Ils vont mourir, être brûlés vifs. Ça fait 3 fois que j'essaie d'entrer et d'arriver jusqu'à eux. Mais on n'y voit rien, et pourtant ils sont là, j'entends leurs cris. On peut rester là sans rien faire, mais avec cette fumée suffocante, on ne pourra pas respirer. Et où est votre cave? À droite de la porte. L'escalier est à 6 pas de l'entrée. Mais il faut faire vite, ils vont brûler. J'arrive du château de Vic d'où l'on voit les flammes. Qu'y a-t-il? Une femme et des enfants dans ce brasier? Allons-y sans perdre le temps. Venez Alexis. Les autres, restez prêts à nous aider à sortir. Alexis Véron et Paul Clouet n'ont écouté que leur courage. Ils sont entrés dans la maison au péril de leur vie. Et au bout de quelques minutes, ils en sont ressortis avec Barbe-Poule et ses 2 enfants, Antoine et Marie. Théodore n'en a pas cru ses yeux et il s'est jeté dans les bras de sa femme. Les 2 courageux sauveteurs étaient aussi émus que ceux qu'ils avaient sortis du brasier. À 2 heures du matin, lorsque les citoyens de Soissons sont arrivés avec la pompe, il n'y avait plus rien à éteindre. Et le hameau de Roche offrait un bien triste spectacle. Mais très vite, les secours aux sinistrés ont été organisés. Et dès le petit matin, il est venu des gens de partout. Citoyens, les dons pour venir en aide aux incendiés de Roche arrivent de tous côtés. On nous a déjà apporté des vêtements et de la nourriture. Le citoyen Clouet, propriétaire du château de Vic, vient de nous faire mener un billet daté de ce jour, portant qu'il donne 1 muid de blé à prendre chez le citoyen Dumont, son fermier à Tartier, et la citoyenne Bévin du même lieu autorise à toucher 6 mains de gruau du dit Dumont, son fermier à Cuisy. Et moi, citoyen Jean-Baptiste Dupré, vigneron à Berny, je fais cuire 180 livres de pain pour ces pauvres gens qui ont tout perdu. Alors, je vous propose de répartir tout de suite ces premiers secours, pour ne pas laisser les sinistrés dans le dénuement le plus complet.
Toi, citoyen Poitevin, tu recevras 7 pichets de blé et 10 livres de pain. Pour toi, la veuve le moine, et pour tes 4 enfants, voilà 3 pichets et 24 livres de pain. Nicolas Judas, pour toi, ta femme et tes 3 enfants, ce sera une main de blé et 16 livres de pain. Nicolas Poule, tu as bien 6 enfants. Prends donc 3 pichets et 22 livres de pain. Voyons, Théodore, tu as droit à 1 pichet et 25 livres de pain, tes 4 enfants. Après la grande peur que vous avez eue, cela vous fera du bien. Approche donc, Louis Joly, pour ta femme et tes 6 grands enfants, voilà 2 mains et 40 livres de pain. Et toi, la veuve de François Poule, n'aie pas peur, nous ne t'oublions point. Voilà 1 pichet et 10 livres de pain. Je vous propose de donner quelques secours à la pauvre veuve Gramont. Sa maison n'a pas brûlé, mais avec la mort de son courageux mari qui n'a écouté que son cœur, la voilà seule avec ses 4 enfants. C'est vrai. Elle recevra 3 pichets de blé et 24 livres de pain que tu lui feras porter, Alexis. Et, citoyen, ce ne sont que les premiers secours, car je viens de recevoir une lettre du directoire de Soissons qui va collecter les dons pour vous reconstruire vos maisons. En attendant, les habitants de Rivière, de Roche et Berny vous aideront à trouver un toit. Et de partout, les secours sont arrivés. Les artistes du théâtre de Soissons ont même organisé une séance au profit des incendiés de Berny. Et après s'être fait remettre les titres de propriété des sinistrés, le directoire exécutif les a indemnisés. Tu vois, en ce temps-là, il y avait de la solidarité. On ne laissait pas son voisin mourir de faim ou de froid. Solidarité, solidarité. Ouais, c'est beau la solidarité de tout un village. Mais il ne faut pas croire que ça a toujours été la vie en rose à Berny. Tiens, tu te souviens, Clotilde, de cette histoire d'école? Ça a commencé tout juste le 13 mai 1821 et ça a duré 20 ans. C'est que le maire montrait vraiment de la mauvaise volonté et qu'il avait tout le pays contre lui. Ça lui a coûté son fauteuil pendant quelques années. Mais tais-toi donc. Voilà les Berniens de 1821 qui arrivent au conseil. Faut plus attendre. Il faut lui dire au maire qu'on ne veut plus de cette école installée près de l'église. D'abord, mon grand-père m'a bien raconté qu'en 1700, la classe se faisait à Ors, dans la maison de l'instituteur Cailleux. Et quand celui-ci est mort, plus de maison, plus d'école. C'est bien ça, Éloi. C'était en 1728. Le curé Leplat avait alors cédé un terrain dans l'encoignure du jardin du presbytère. L'abbé de Pomponne avait payé les pierres et tous les habitants les avaient charriées gratuitement. Ils avaient construit cette bâtisse contenant 2 pièces de 5 mètres sur 4. L'une pour la maison de l'instituteur, l'autre pour l'école. Oui, mais admets que cette maison ne convient plus. Elle est en mauvais état et les enfants y courent un grand danger. Et dans notre village, qui a plus d'une lieue d'étendue, elle est à une extrémité. Faudrait construire une nouvelle école au milieu du pays pour que tous les enfants puissent participer des bienfaits de l'instruction. Qu'en pensez-vous, monsieur Évrard? Vous êtes le maire et vous devez vous préoccuper de nos enfants. Il faudra étudier la question, mais rien ne presse. Quelques travaux à l'école du presbytère. Non, les enfants de Rivière ont un trop long chemin à faire. Et à la saison d'hiver, ils vont y perdre la santé. Il n'y a que les plus robustes qui pourront aller à l'école. Et avec tous les jours on a besoin d'eux aux champs et aux vignes, il n'y aura pas assez de jours d'instruction. C'est vrai, la rentrée ne se fait qu'à la Toussaint, après la moisson et les vendanges. Et puis pendant qu'ils sont sur les routes, on ne peut pas les surveiller. Et avec tous ces charrois, ça devient dangereux. Souvenez-vous, Jean Lepage, qui avait pourtant 10 ans, a bien été écrasé par un chariot l'an dernier. Bon, ne vous emportez pas. Nous allons étudier la question. Bah, va falloir aller vite, et pas trop attendre comme c'est l'habitude. T'as vu, Alexis?
Quand les femmes s'y mettent, elles ne parlent pas pour ne rien dire. Et il a filé droit, le maire. Tu peux en parler. Ils ont étudié la question, comme il disait, ce 13 mai 1821. Ils ont même décidé de construire une nouvelle école au Petit Marais et de commencer les travaux dès le 1er juillet, pour que ce soit terminé à la Toussaint. Mais la préfecture a refusé, parce que, comme par hasard, le maire Évrard avait oublié d'envoyer les devis. Je te disais bien qu'il montrait de la mauvaise volonté. Pour sûr. Chaque année, on parlait de l'école, mais on ne posait jamais la première pierre. Et puis, brusquement, à la séance du 7 août 1836, ça a chauffé aux oreilles du maire. Tiens, regarde et écoute, ça va faire ton éducation. Monsieur le maire, il faut prendre des décisions, car rien ne va plus dans cette commune. La maison d'école du presbytère s'écroule presque sur les enfants. Les chemins communaux sont dans un très mauvais état, et vous ne faites rien. Pour faire quelque chose, il faudrait des ressources. Et vous savez bien que la commune a peu d'argent, et que les impositions pèsent déjà beaucoup sur quelques contribuables seulement. Monsieur le maire, vous êtes le fermier de Confrécourt et vous savez bien que des ressources, la commune en a. Ces sommes importantes qui lui appartiennent et que vous avez mises de côté. Qu'en avez-vous fait? En tant qu'adjoint, je ne peux vous laisser poser de telles questions. Mais cet argent, vous savez bien que j'ai... Vous l'avez placé pour votre compte personnel. Et tous ici, nous exigeons que vous versiez les intérêts dont vous disposez sans en avoir le droit. Eh bien, nous voilà sans maire et sans adjoint. Comme j'arrive en 3e sur le tableau des élections, je vais donc présider la séance et avertir ensuite monsieur le préfet. Il a quand même fallu attendre plus d'1 an pour que Louis Évrard, fermier à Confrécourt, rende ses comptes et démissionne. Et c'est Antoine de Fienne qui fut désigné comme maire le 7 janvier 1838, en gardant François le Grand comme adjoint. Les chemins communaux furent aussitôt remis en état. Et l'école? Mais tu vas trop vite, écoute. Messieurs, voilà bien des années qu'on parle de construire une nouvelle école. Or, il y a une opportunité à saisir. Messieurs Lepage et Fouquet, que voici. Propose de vendre à la commune la maison 6 au coin de la place publique du hameau de Horse, proche des Marronniers. Pour le bien de la commune et faciliter l'instruction des enfants, nous n'en demandons qu'un bas prix, 1538 francs. C'est vrai que c'est une somme raisonnable, mais il faudra faire des travaux. Vous n'allez pas recommencer à lanterner, tout est prévu. J'ai déjà contacté M. Jean Cour, architecte à Soissons, et M. Liénard, entrepreneur à Resson, pour installer l'école, le logement de l'instituteur, une salle de réunion et un clocheton pour l'horloge. Il faudra aménager le rez-de-chaussée et l'étage. Avec l'achat de la maison, il faudra compter une dépense totale de 8 488 francs. Et où allez-vous trouver cette somme importante? Vous savez que la population, même si elle désire une nouvelle école, ne consentira pas à une augmentation de ses impositions. D'abord, nous disposons de fonds libres sur le budget. Ensuite, nous pourrions vendre quelques biens communaux. Ces ventes couvriraient la dépense à prévoir pour la nouvelle école. Eh bien, monsieur le maire, voilà une affaire bien engagée. Et je pense que nous sommes tous prêts à voter en faveur de ce projet, qui va satisfaire toute la population, à qui nous allons apprendre la nouvelle dès maintenant. Et ça a été vite fait. Pour la salle du conseil en haut, on a acheté une table ovale en bois. En bas, dans la salle de classe, on a installé une cloison en bois blanc de 1,50 m de haut pour séparer les garçons des filles. Bah c'était bien. Comme ça, ils ne pouvaient pas se faire les yeux doux pendant les leçons. T'as pas toujours dit ça. C'est bien sur les bancs de l'école que je t'ai connu. Ils ont aussi acheté des tables. Un tableau de lecture, un poêle en faïence et un autre en fonte. Ça leur a coûté plus de 500 francs. Mais ils étaient prêts à dépenser des sommes folles pour instruire les enfants.
Et dès la rentrée de l'an 1841, l'instituteur a eu 55 écoliers dans sa classe. L'instituteur, c'était toujours Étienne Hénon, ce petit jeune qui était arrivé à Berny en 1807, alors qu'il n'avait que 23 ans. Et il n'a arrêté qu'en 1845. Pourtant, il n'était pas payé cher. 431 francs par an, plus un petit supplément annuel de 2,50 francs par ménage. Plus ce que lui versaient les parents chaque mois. 30 centimes par enfant qui apprenait à lire, 40 par enfant qui apprenait à écrire. Plus un lapin de temps en temps. Plus un rôti quand on tuait le cochon. Et y récoltait de belles grappes. Les vignerons ne manquaient pas dans le village. Ça occupait tout le monde, même les femmes et les enfants. Sans oublier Pierre l'évêque, le tonnelier. Tu l'as dit. Il y avait bien du travail. Le taillage, le fouissage, l'aiguisage, le fichage et le pourriage, le refouillage et l'ébourgeonnage, plus 3 ou 4 façons à la bêche, et tous les 2 ans, un fumage abondant. Parfois, la grêle ou les maladies ravageaient tout, et c'était la misère. Un malheur pour le village. Mais, jusqu'en 1888, l'année du dernier ban, quand arrivait l'époque de la vendange, c'était pas une mince affaire. C'était tout un cérémonial et parfois de grandes discussions. Que tous les Bernéens se rassemblent. L'heure est venue de prendre une décision pour le banc des vendanges de cette année. Je pense que tout est prêt pour vendanger dès que le Conseil en aura fixé la date. Éloi Lepoge et Louis Fidelaine, vous avez été chargés par la municipalité de visiter les vignes. Faites-nous votre rapport. Eh bien, nous nous sommes rendus sur toutes les pièces de la commune de la rue des Couloirs, sur la sente du pont Arabi, jusqu'à la vigne de la Veuve Cachée. Et nous avons aussi parcouru tout le chemin des vignes qui traverse le clos Vacher et qui va jusqu'à la vigne des héritiers Judas. Et on a constaté qu'après les 2 mois de sécheresse qu'on a connus, la petite pluie qui est tombée ces jours derniers a fait du bien au grain. Mais il faudra encore compter 4 jours pour que les raisins soient à maturité partout. Sur les vignes de Denis Saint-Boisel, ça a l'air d'être déjà bon. Mais du côté qui donne sur Vaud, c'est tout juste doré. Et avec 4 jours de soleil comme on connaît, ça profiterait. Moi je dis qu'il faut commencer à vendanger dès demain. Le temps est doux, faut plus tarder avant les froids. Faut pas te presser, François. On n'est que le 18 septembre. Et si on a coupé les premières grappes dès le 2 de ce mois en 1822, on a aussi connu un banc seulement le 23 octobre comme en 1821. Et le vin de cette année-là, c'était pas de la piquette. Et les tonneaux étaient pleins. Moi je dis qu'il faut attendre. Ça peut encore mûrir du côté de Vaud. Il n'y a pas de raison de favoriser les mieux exposés en avançant les vendanges. Femme, tu n'as pas la parole. Laisse ton mari parler. Nous sommes 39 vignerons de la commune. Nous n'avons qu'à voter. Pas question. Le conseil a désigné des commissaires. Ils vont rendre leur décision que tout le monde suivra. Ça s'est toujours passé comme cela et on ne changera pas. Vas-y, Éloi. Lis ta proclamation du banc. Nous, commissaires, nommés pour visiter les vignes du territoire et fixer le jour de l'ouverture de la vendange, après avoir parcouru tous les lieux-dits et cantons du vignoble de Berny et en avoir examiné le point de maturité, nous avons reconnu que les raisins de cette récolte pourraient obtenir le point de maturité le 22 septembre fixé pour l'ouverture de la vendange. Et nous avons décidé que, une fois les raisins cueillis et pressés, une fois le bon jus mis en tonneau, les 39 vignerons de ce village, leurs femmes et enfants, et ainsi que toute la population, sont invités à fêter cette vendange de l'an 1848.
personnel. Un matin 7h on recommence. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Maman, où on sera réveillé? Non, il pleut plus là. Il a tombé une petite pluie. Oui, mais on s'en On pose. C'est par là. Ah, si, si. Bon bah quand je sais pas qui ont. Ah il y en a peut-être d'autres qui ont fait. Je suis en train de filmer, hein. J'ai filmé, hein. Oui, Jean-Louis. Jean-Louis. Philippe